de t'avoir rencontré. Bonjour Pierre. Hein, et puis que tu aies répondu à mon invitation. Avec plaisir. Voilà, tu sais que je milite au sein du Front National. Je suis responsable, enfin secrétaire du canton de Paimpol. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans mon action au sein du Front National, c'est tout ce qui a trait à l'économie. Puisque notre pays va mal, qu'on est dans une économie moribonde et peut-être qu'on va être obligé de changer de modèle. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Claude Guillemin, j'ai 71 ans et disons que j'ai consacré pratiquement la moitié de ma vie à la microfinance. Je suis expert international en microfinance. Auparavant, j'ai travaillé au Crédit Agricole pendant 18 ans et demi. Et c'est un peu d'ailleurs au Crédit Agricole que j'ai appris ce que c'était que le mutualisme et j'en ai tiré une philosophie de l'existence. Je veux dire par là que la microfinance, comme le mutualisme, repose sur les communautés vivantes de la population. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans le libéralisme, on est dans l'accumulation de capital qui va permettre de financer des personnes physiques, et non pas des personnes morales, mais des personnes physiques. Alors, dans le détail, on va rentrer dans le détail, mais là je te redonne la parole. La microfinance, d'abord, je distinguerai la microfinance du microcrédit, de façon à ce que ce soit très clair. La microfinance, c'est comme un homme qui marche sur ses deux pattes. Il y a le pilier épargne et le pilier crédit. Et le microcrédit, comme son nom l'indique, ce n'est que du crédit. Les sources de financement n'étant pas à l'intérieur de la communauté. Elles ne sont pas endogènes, comme on dit, elles sont exogènes. Alors, la microfinance a été le mode d'emploi traditionnel de toutes les sociétés anciennes. En Europe, ben oui, bien sûr, ça a démarré en Europe, en fait, dans les années 1860. Il y en avait certainement avant, mais ça, j'ai pas de traces. Ça a démarré dans des sociétés où il y avait une forte cohésion. Ça a démarré aussi en Afrique, avec les fameuses tontines. Ça existe en Asie, ça existe aussi dans le monde arabe, ça existe un peu partout dans le monde. C'est pas basé sur la religion, mais il faut dire quand même que dans les sociétés où il y a un fort sentiment religieux et communautaire, c'est plus apprécié. Je peux donner un exemple, là, rapidement. Il m'est arrivé de travailler aux Comores, et aux Comores, c'est musulman, et j'ai expliqué à l'imam, enfin au responsable de la communauté musulmane des Comores, mon intention, ce que j'allais faire, etc. Il dit, mais ça c'est très bien, mais vous ne pourrez pas dire ça dans la mosquée, mais dehors de la mosquée. Non, devant la mosquée. Ce que j'ai fait un discours, c'était des paysans, c'était des braves gens qui étaient là, et j'ai expliqué ce qu'on était en train de faire. Or, c'était des agriculteurs, pour la plupart, nous étions assez haut, enfin c'était dans la montagne des Comores, qui présente un climat favorable à la culture des pommes de terre, notamment. Donc voilà. Donc ils avaient très très bien compris qu'en se regroupant, en mettant ensemble leur épargne, ils arriveraient ainsi à constituer une cagnotte, et que cette cagnotte allait servir à financer d'autres, leurs enfants ou d'autres personnes. C'est l'origine du mutualisme, hein. C'est exactement ça. Le mutualisme a été créé en France, dans le Jura, dans la région qui produisait le comté, dans le Jura. Ces gens-là, une fruitière, ça s'appelle une fruitière. Ces gens-là avaient compris qu'en vendant leur lait, en fait ils ne vendaient pas leur lait, ils fabriquaient à ce moment-là le fromage eux-mêmes, ou alors en le vendant, ils avaient compris qu'ils avaient de l'argent, qu'ils pouvaient épargner de l'argent et le redistribuer sous forme de crédit aux enfants pour qu'ils s'achètent une ferme aussi et qu'ils se mettent à travailler. Voilà, c'est comme ça que le mutualisme est né, et c'est comme ça que la microfinance est née. Alors, bon, maintenant je te laisse la parole. Par rapport à la macroéconomie qui est en train de s'écrouler en ce moment, qui est en stagflation, comme on dit,
en récession en tout cas. Est-ce que d'après toi, la microéconomie peut être une alternative? Ma réponse est oui. Évidemment, la microéconomie ne va pas créer les usines Michelin demain, ou les usines Renault, ou Volkswagen. Mais la microéconomie, c'est l'économie que tout le monde vit tous les jours. C'est j'ai un salaire, ou alors je suis artisan ou commerçant, j'ai des revenus, et avec ça, ben, j'épargne un peu, et puis je consomme. C'est ça la microéconomie. Oui. C'est la vie des gens de tous les jours. Alors, moi je dirais à ta question que si l'économie, macroéconomie s'effondrait, eh ben, on aurait toujours la microéconomie. Avec peut-être moins de revenus, parce qu'il y aura certainement de la chute, ça c'est certain, mais on aura quand même l'épargne qu'on aura gagnée, qu'on aura accumulée, et on aura la solidarité des autres. C'est ça l'histoire. Voilà. Bien, ben Claude, par rapport à ce que tu viens de dire sur l'Algérie, que tu viens de donner en exemple, moi je constate quand même que l'économie algérienne a du mal à décoller, que le pays est en très grande difficulté. Hein. Si tu prends un expert comme Bernard Lugan, qui écrit sur l'Afrique, il te dit que l'Algérie est au bord de l'explosion. Donc la microfinance, ça m'intéresse parce que c'est un certain retour à la solidarité, mais en même temps ça peut pas être une alternative à la microéconomie. Non, ça ne peut pas être une alternative. Voilà. Et ce qui est intéressant, moi, c'est de savoir, parce qu'on a une économie, nous, en France, qui est en train de s'écrouler, européenne, mondialiste, le dollar est attaqué, il menace de s'effondrer parce que c'est devenu un dollar virtuel. Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais il y avait une crise économique majeure qui doit survenir, et d'ailleurs les bourses en ce moment sont en train de s'effondrer? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec ce système de microfinancement ou de microéconomie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de survivre et éviter qu'on sombre dans la catastrophe la plus totale, quoi? Moi, j'apprécie beaucoup ta question. En fait, il va falloir sauver notre peau. Nous sommes dans... Il y a un bouquin qui s'appelle Survivre, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est extraordinaire. On est dans une phase extrêmement dangereuse, parce qu'il n'y a pas que l'économie qui va s'effondrer. Il y a la politique qui va s'effondrer aussi. Il y a pas mal de choses. La sécurité. Bon, enfin, c'est pas mon propos, mais la microfinance sera de fait l'économie qui va remplacer la macroéconomie quand celle-ci va s'effondrer. Voilà. On va être obligé, les gens vont être obligés de retrouver les fondements du mutualisme, par exemple. C'est-à-dire, on va s'entraider entre voisins, entre familles, entre amis, etc. Je crois que ça sera salutaire d'un certain côté, parce que nos sociétés se caractérisent par un individualisme et d'un égoïsme forcené. Les gens ont cru qu'on allait, même dans les sociétés traditionnalistes dans le temps comme les paysans, eh bien, ils ont même beaucoup perdu le sens du communautaire pour revenir, pour aller vers l'individualisme. Chacun voulait avoir le plus gros tracteur, montrer, etc., la richesse, etc. Bon, on est d'accord. Eh ben, on va revenir, qu'on le veuille ou non, on va revenir vers une économie plus petite. Je n'ai pas dit microscopique, j'ai dit micro. Micro, ça veut dire petit en grec. Donc effectivement, on va revenir vers ça. Et on va... Comment les crédits agricoles, les crédits mutuels se sont-ils composés? Encore une fois, par la volonté des gens qui étaient engagés dans la même production, parce que c'est comme ça que ça a démarré, de mettre en commun leur épargne de façon à aider les jeunes qui voulaient s'installer. Bon, alors l'État avait repris un peu l'idée, avait au Crédit Agricole avec les fameux prêts bonifiés pour installation aux jeunes. Moi j'ai vécu ça à, je sais pas si c'était 5% ou je sais pas quoi, enfin bref, c'était pas cher du tout à l'époque, mais l'État n'a pas pu, combler tous les trous, quoi. Il y avait encore beaucoup de trous. Alors les paysans qui avaient quand même un sens communautaire, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 60-70 pour aider leurs enfants? Parce qu'en fait, c'est ça qui compte au fond d'eux-mêmes. C'est préserver la famille, préserver l'héritage. C'est ça les paysans. Et bien, ils ont voulu faire une place pour, par exemple, un jeune qui n'avait pas de terre. Parce que,
on a fait l'élevage sans sol. On a fait l'élevage sans sol, avec des batteries de poulets, des batteries de cochons. Cet élevage sans sol, qui était un peu une utopie, a été réalisé avec l'appui de la Commission européenne et des subventions en veux-tu, en voilà. À l'origine, c'est parti d'un bon sentiment, c'est toujours pareil. Hein. C'est parti de la JAC, Jeunesse agricole chrétienne. Et Alexis Gourvenec, pour ne pas citer son nom, il a été un des moteurs de cette économie parallèle, on peut dire, parce qu'il n'y avait pas de sol. Donc il fallait bien élever des poulets et des cochons avec de l'aliment du bétail industriel, hein, qu'on achetait pour élever les cochons. Mais ils se sont vite aperçus, puis on s'en aperçoit encore aujourd'hui d'une façon criante, c'est que ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce que l'aliment coûte cher, parce que le prix de sortie, le prix de vente à la coopérative ou à la société agroalimentaire, ce prix de vente n'est pas assez élevé, donc ils clament leur pauvreté, ils clament leur déficit, et ils ont raison, bien sûr qu'ils ont raison. Mais la solution, elle est en eux. Ils pigent plus, ça. Ils comprennent plus. Ils comprennent plus ça. La solution n'est pas qu'en eux parce que les agriculteurs, enfin toute la filière agricole française, est quand même victime d'une diplomatie française ou européenne contre la Russie, qui fait que la Russie, en réplique, a bloqué tout le commerce avec les... Ah ben oui, on aurait les contrats qu'on avait avec la Russie. Alors, on vendrait pas non plus. Il y a plein de... Enfin, la difficulté des paysans, c'est surtout une absence de débouchés en ce moment. Il y a surabondance, en fait. Il y a surabondance parce qu'il y a la concurrence des ports allemands, espagnols, etc. Mais vois-tu, les Espagnols, par exemple, ils ont une sorte de filière intégrée du porc. C'est-à-dire que l'éleveur de porc, il est salarié, en fait. Il n'est pas paysan indépendant. Il est salarié d'un groupe. Il est payé pour faire grossir les cochons. Voilà. Et c'est la grosse société qui assume les éventuelles pertes, etc. Bon, ça c'est leur système à eux. C'est pas le nôtre. Nous, on a, comme toujours en France, on a des individualités. On a des gens qui ont besoin d'être dans leur ferme, chez eux, être dans leur terre. Donc effectivement, ça cadre pas avec l'esprit français. Mais je reviens quand même sur l'exemple paysan, parce que moi, ça m'a toujours marqué. Il y avait un homme au Crédit Agricole qui s'appelle André Pochon, qui est un ami, et qui a toujours dit « L'élevage sans sol, c'est une sottise. Il faut qu'il y ait du sol pour pouvoir faire pousser l'aliment. » Il parlait, lui, du trèfle blanc. On s'est beaucoup moqué d'André Pochon. André Pochon disait, mais le trèfle blanc, ça pousse tout seul, ça repousse quand on l'a tondu, ça capte l'azote de l'air, il n'y a pas besoin de mettre d'engrais. Enfin, c'est évident qu'il avait raison. Ah bah, bien sûr, il faut quand même un certain espace pour pouvoir mettre des bovins, par exemple. Hein. Bon, mais seulement, c'est gratuit. Je veux dire que le bovin, il va manger le trèfle ou la luzerne, et c'est tranquille, après, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Alors, on peut dire là, pour en revenir à la microfinance, que si on a devant nous, aujourd'hui, des gens qui veulent changer un peu le mode de production dans l'agriculture, les agriculteurs bio, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ben, ils ont inventé le retour aux sources. Hein, la culture sans retourner la terre, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Préserver la couche supérieure de la terre en mettant de la paille et en attendant que ça pourrisse et que ça donne une terre fertile, c'est possible. Ça, la microfinance peut jouer à fond entre les paysans et avec peut-être des apports extérieurs de gens qui veulent s'insérer dans le financement. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, les paysans, la plupart sont devenus des industriels. Et c'est pas la microfinance qui va les aider. Et comme de l'autre côté, l'Union européenne a coupé les vivres, il n'y a plus de politique agricole commune comme il y avait dans le temps. La politique agricole commune, ça a représenté plus de 50% du total du budget de l'Union européenne. Je ne sais pas si tu vois mais c'était incroyable, c'était des 50-60 milliards d'euros.
Donc aujourd'hui, on est dans une impasse. Alors voilà. Donc cette microéconomie qui n'est pas envisagée par les partis politiques, surtout pas les partis politiques qui sont inféodés au mondialisme et à l'ultralibéralisme, est-ce que ça pourrait figurer dans un programme économique de remplacement viable? Est-ce que ça devrait être pris plus en compte par les partis politiques? Moi je crois que oui, parce que si on imagine une chute des banques, un fiasco des banques, et on est en train de le vivre en ce moment, on voit que les valeurs boursières se sont effondrées, on voit que les banques ont des grosses difficultés. Juste un chiffre, la Deutsche Bank, qui est la plus grande banque d'Allemagne, a perdu 35% de sa valeur. C'est quand même... l'économie chinoise est en récession. Bon, il reste encore bien sûr des profits dans l'économie chinoise. Les Japonais, c'est pareil, et on voit qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans les pays de l'Est, en Chine, etc., qui pensent s'abstraire du dollar américain comme valeur de référence. Donc déjà l'euro a supplanté le dollar américain, donc on a actuellement un bouleversement économique et un déficit structurel des financiers, que ce soit les banques, les assurances, etc. Donc la microéconomie, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui va rester quand tout aura disparu. Alors la question par rapport à ce que tu viens de dire, qui se pose à moi en tout cas, c'est que la microéconomie fonctionne très bien, donc tu as fait référence aux pays africains, bien sûr, ils ont une mentalité quand même un petit peu différente des Européens. Mais donc cette microéconomie s'inscrit dans une macroéconomie qui fonctionne. Oui. Que se passe-t-il si la macroéconomie s'effondre? Eh bien, je vais donner l'exemple du Cameroun, que j'ai vécu, cette expérience. C'était dans les années 82, 84, par là. Non, pardon, je dis des bêtises. 85, 86. Au Cameroun, il y avait des banques, bien sûr. Il y avait des filiales de banques françaises, notamment. Il y avait la fameuse BIAO qui a disparu. Et le Cameroun est connu pour être le pays des tontines. C'est d'ailleurs eux qui, l'ethnie Bamileke au Cameroun, qui est très fort dans cette pratique de la tontine, a subsisté après que les banques se soient toutes cassées la figure. Et ça, ça ne trompe pas. Les gens avaient plus confiance dans la microéconomie, c'est-à-dire dans leur tontine, que dans les banques. Je rappelle quand même que la BIAO, cette Banque internationale de l'Afrique occidentale, qui était une des banques les plus en vue, disons, dans toute l'Afrique, aussi bien centrale que d'Afrique de l'Ouest, a complètement perdu tout. Tout a été perdu. La trésorerie a été empochée par le dirigeant. Enfin bon, je passe sur les détails. Mais disons que l'économie camerounaise a continué après le krach des banques, parce que justement, les tontines étaient là pour sauver la microéconomie, pour que les commerces et les entreprises puissent continuer à exister. D'après ce que tu nous dis, et ces informations-là sont essentielles, hein, elles sont très peu connues du grand public quand même. Ouais, la microfinance, ça s'apparente pour moi plutôt à une opération de survie qu'à une opération de remplacement à grande échelle. On peut dire ça, parce que la microfinance a existé avant même que les grandes banques existent, avant même que le monde, disons, capitaliste financier existe. La microfinance, c'est les gens du peuple qui se débrouillent entre eux pour trouver des ressources financières. C'est des groupes d'amis, c'est des groupes de voisins, des collègues de travail qui ont compris que l'union faisant la force, et en regroupant leur épargne selon des modalités acceptées par tous, hein, c'est très démocratique ces systèmes de microfinance, ils ont compris qu'ils allaient pouvoir se financer. Je vais donner un autre exemple. Après la chute de l'Empire soviétique en Ukraine, je travaillais là-bas, ils ont cassé le système des kolkhozes. Le système des kolkhozes, c'était des coopératives, on peut dire, mais des coopératives d'État, ce n'étaient pas des coopératives privées. Ils ont partagé les terres
Et alors là, comme disait Coluche, il y en a qui ont été plus égaux que les autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont vus attribuer 300 hectares, 400 hectares, et d'autres 2 hectares. Alors ceux qui ont eu la malchance d'avoir quelques petits hectares, ils pouvaient faire quelques légumes et puis un peu de pommes de terre, et puis c'était tout. Ils ont compris qu'en se regroupant, ils allaient y arriver. Et ils ont été aidés par une entité américaine, canadienne et américaine, qui s'appelle le WOCU, W-O-C-C-U. Ça veut dire World Organization of Credit Cooperative Union, l'Union des coopératives mondiales. Donc, ce WOCU est animé par des émigrés ukrainiens de longue date. Des gens qui travaillent, qui ont des fermes dans le Manitoba, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la solidarité existait toujours entre les Ukrainiens d'Ukraine, qui venaient de perdre... Enfin, toute l'économie ukrainienne s'est cassée la figure. Hein. Et donc, ceux qui n'avaient pas grand-chose, ils ont été aidés par les Ukrainiens du Canada et des États-Unis. C'est quand même assez fantastique. C'est fantastique, mais en même temps, ce qui ressort de tout ce que tu viens de dire depuis le début là, de cette interview, c'est que la microfinance ou la microéconomie ne peut fonctionner qu'à partir d'un certain sens de solidarité, oui. Et aussi, donc, d'un certain temps, un sens identitaire. On peut dire ça. Ça peut être, le lien peut être le travail. Exemple, des paysans qui font tous du blé, ou car actuellement on a le problème en Bretagne, les éleveurs de bovins qui ont des gros problèmes, etc., ils demandent des subventions. Ils sont liés ensemble. Mais est-ce qu'ils ont compris qu'ils avaient, dans le temps, créé le crédit agricole et qu'il y a peut-être quelque chose à faire ensemble? Parce que les subventions qui viennent de l'Europe, il va falloir qu'ils prient beaucoup le bon Dieu pour arriver à quelque chose. Hein. Donc ça, c'est un premier constat. Le travail, ça c'est un lien. Le voisinage, entre des gens d'un même quartier, il peut y avoir une solidarité financière et création de tontines ou autre chose comme ça. Ça peut être la famille, bien sûr. Les familles africaines, elles sont très larges, beaucoup plus larges que les familles en France, mais la solidarité existe, jusqu'à un certain point, j'en conviens. Ça peut être aussi un but à atteindre. Si par exemple, un groupe de personnes s'intéresse à l'avenir d'un jeune qui crée son entreprise de jardinage, par exemple, eh bien, on va se regrouper, on va se mettre ensemble, et on va voir comment on peut aider ce garçon, soit en le finançant directement, mais les moyens seront quand même limités, soit en apportant une garantie vis-à-vis d'une banque qui, elle, va financer le jeune homme en question. Voilà, la microfinance n'a pas vocation à financer des gros projets, c'est évident. Mais c'est aussi le constat que j'ai fait dans toute ma vie professionnelle, c'est que c'était extrêmement utile d'abord pour regrouper les gens et pour financer des petits projets, généralement à court terme. Il y a un problème dans la microfinance, c'est que théoriquement, c'est délicat de faire des financements à long terme. Voilà, ça c'est un point noir, mais il faut comprendre, hein, il s'agit de l'argent gagné par les gens, apporté par les gens, ils n'ont pas envie non plus de s'engager sur 15 ans, c'est pas possible. Voilà. Et qu'est-ce qui sépare en fin de compte une macroéconomie d'une microéconomie? Là, on parle au niveau de la solidarité familiale, oui, de la solidarité entre amis. Et pourquoi il n'y aurait pas une solidarité régionale? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait une solidarité régionale? Il n'y a rien qui en empêche, mais il faudrait à ce moment-là prévoir. Bon, j'ai fait une mission en Guinée-Conakry, à ce sujet-là. Il s'agissait de créer un fonds de développement économique et social, un FDES, comme on dit. C'était sous l'égide du ministère du Plan et du ministère des Finances. Et on demandait à tous les acteurs économiques de se retrousser les manches et de mettre en place des systèmes financiers propices au développement des régions les plus reculées. La Guinée, c'est une bande côtière, une énorme montagne qu'on appelle le Fouta de Jalon, qui est le château d'eau de l'Afrique, de l'Ouest. Et puis, au-delà, les grandes plaines, le pays Mandingue, le pays Malinké, donc, où il y a des agriculteurs, mais bon, ils sont loin du centre-ville, hein, ça c'est évident. Donc, il s'agissait de rapprocher tout le monde. Alors, on a trouvé le biais,
il y a des institutions de microfinance qui font des tout petits prêts. Il faut bien comprendre qu'en Afrique, par exemple, la microfinance, c'est des petits prêts de l'ordre de 80 à 100 euros. Mais ça suffit. Ça leur suffit pour acheter l'essentiel ou pour acheter des semences pour leurs champs. Et on a convaincu aussi les banques d'assurer le refinancement de ces institutions de microfinance. Parce que c'est aussi un problème, c'est la trésorerie. C'est-à-dire qu'une institution de microfinance qui va faire des petits prêts à des paysans, etc., il n'y a personne au-dessus d'eux qui va racheter leurs créances pour pouvoir leur redonner du cash, de la trésorerie. Et donc elles peuvent être asphyxiées en quelque sorte très rapidement si elles n'ont pas une capacité de refinancement. Est-ce que je suis clair? Tu es clair, oui, bon. Oui, mais ça va déboucher sur d'autres questions. Bien sûr. C'est clair. Donc en Guinée, on avait réussi à convaincre deux banques, oui, 2 banques, c'est ça, filiales de banques françaises d'ailleurs, de participer en signant avec les institutions de microfinance qu'on avait sélectionnées. Hein. On n'avait pas pris n'importe qui aussi, il faut être clair. Hein. On avait fait un test, enfin on avait fait une grille de tests, et on avait sélectionné 4 ou 5 institutions de microfinance qui présentaient des qualités de solidité, de sécurité, de progrès, bon, c'était bien, et les banques ont accepté de signer des contrats avec eux, de refinancement. Je constate quand même que finalement, même la microfinance ne peut pas se passer des banques. Ben, non, évidemment, parce que la microfinance ne peut pas remplacer les banques. C'est évident, c'est évident. Alors, est-ce qu'on pourrait inventer un système de financement qui puisse être solidaire en créant des banques alternatives, par exemple? Mais bien sûr, parce que là, je parle de la Guinée. Mais en Guinée, il n'y a pas, je vais employer un mot anglais, mais bon, ce qu'on appelle l'APEX, c'est-à-dire le sommet. Il n'y a pas de banque APEX des institutions de microfinance. Mais par contre, au Congo, où j'ai travaillé, il y a des institutions de microfinance qui s'appellent Mucodec, et elles ont créé une banque à eux, à elles plutôt. Ce sont des institutions de microfinance. Il y en a une dans chaque région, avec des petites agences et tout, un peu comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel. Et elles ont créé leur propre banque. Et d'ailleurs, elles ont englobé les microfinances de... Est-ce que c'est le Burundi? Enfin, je crois qu'il y a 2 ou 3 pays qui sont concernés. Donc, elles ont même créé une banque internationale. Mmh. Tu as vécu une partie de ta carrière comme expert en microfinance. Hein, tu as fondé un cabinet d'expertise. Ouais. Est-ce qu'il existe des cas concrets de microfinance en France? Oui, mais c'est pas vraiment de la microfinance, c'est du microcrédit. C'est-à-dire, de microcrédit. Ils ne font pas il n'y a pas le pilier, il n'y a pas la jambe de gauche, le pilier épargne. Ils font du microcrédit. Par exemple, il y a ADI, que je connais bien, ADIE. Ils s'intéressent aux minorités. Par exemple, ils vont s'intéresser aux émigrés, ils vont s'intéresser, ils vont s'intéresser à des gens qui ont besoin de crédit mais qui n'ont pas accès aux banques. Ils vont s'intéresser par exemple à Montreuil, au marché aux puces de Montreuil, dans la banlieue est de Paris. Ils interviennent très souvent pour ce qu'on appelle les fripes, quoi. On va prêter, mettons, 1000 euros ou 500 euros à un gars, il va acheter des fripes et il va les revendre au marché. En fait, la microfinance, enfin, le système des tontines, hein, c'est un outil d'insertion, en fait. Ah, c'est un magnifique outil d'insertion. Ouais. En tout cas économique, oui. À défaut d'être une insertion culturelle. Un exemple bête, mais pas bête pour tout le monde, hein. Les coiffeuses africaines. La coiffure, le cheveu africain, c'est pas le cheveu européen. Donc, il faut avoir des techniques et des outils de coiffure différents. Donc, il y a des coiffeuses à domicile africaines qui empruntent en microfinance pour aller coiffer des dames africaines chez elles, par exemple, parce qu'elles n'ont pas les moyens
d'ouvrir un salon de coiffure. Voilà. C'est bien ce que je pense. Voilà, c'est de l'insertion professionnelle. C'est de l'insertion et en fait encore des opérations survie. On ne peut pas employer la microfinance comme disant, bon ben voilà, la solidarité familiale, ça sera le remplacement de l'économie libérale qui lamine les familles, qui lamine les citoyens. On ne peut pas dire que la microfinance va aider à l'accumulation de capital par la création de richesses, en fait. Hein. Elle va créer des revenus de base pour les gens qui vont se lancer là-dedans. Elle va aider des femmes, notamment dans des pays, même en France. Elle va aider des femmes à créer un petit commerce, une activité artisanale, une activité de restaurant de rue, par exemple. Ça, c'est classique. Je vais donner un autre exemple. En Algérie, la solidarité, elle est extraordinaire. J'ai rencontré une dame qui est présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise en Algérie. Elle-même est à la tête d'un très grand consortium de pêcherie. Traitement du poisson, etc., vente du poisson, enfin, un énorme truc. Hein. C'est assez extraordinaire d'ailleurs de voir l'ampleur de son travail. Et cette dame s'intéresse au développement des activités de microfinance pour les femmes, pour des dames qui n'ont pas la même richesse, bien évidemment. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui fait du pain. Alors, en Algérie, le pain, c'est pas comme en France, c'est des femmes, des petits artisans qui confectionnent le pain, des toutes petites boulangeries. Alors, c'est une galette, c'est pas le pain, c'est pas la baguette, c'est une galette de pain, qui est délicieuse d'ailleurs. Et cette dame que j'ai rencontrée, elle avait déjà un four à la maison, un four électrique, elle faisait une galette à la fois. Et je rigole parce qu'elle voulait acheter un four à 2 étages. Et moi, comme un imbécile, je lui dis, mais pourquoi vous voulez acheter un four à 2 étages? Et ben, elle a répondu, pour faire 2 galettes. C'est ça. Esprit d'entreprise, esprit de progrès. Si je suis capable de me faire une galette, je suis capable d'en faire 2 en même temps. Et attention, il ne faut pas croire que ce sont des analphabètes. Cette dame, elle avait récupéré de la documentation, le four était d'Italie, de marque italienne, elle avait toute la technique qu'il fallait, elle avait tous les papiers et tout, il suffisait d'un peu d'argent pour permettre à cette dame de s'acheter son four. Alors en Algérie, il y a un marché noir extraordinaire, qui est plus riche et plus important que le marché officiel. Donc elle avait réussi à acheter son four sans problème. Et la finance est venue de la dame dont j'ai parlé, qui est présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise. C'est de la microfinance, ça, voilà, très très clairement. Par rapport à ce que nous venons de dire, et avant que je te laisse la parole pour expliquer, au point de vue technique, comment fonctionne la tontine, je vais quand même te poser la question pour rassurer nos téléspectateurs, si jamais ils veulent bien nous regarder. Est-ce que tu es un homme de gauche? Non, pas du tout. Est-ce que les tontines qui sont organisées dans notre pays pour aider à l'insertion des migrants, est-ce que ce sont des forces de gauche qui la mettent en pratique? Ils croient le faire, mais en fait, ils n'ont pas compris que les tontines, que ce soit... c'est ni gauche ni droite, en fait. C'est simplement un moyen communautaire de financer des projets, c'est tout. Voilà. Mais pour être encore plus clair, les tentatives d'économie sociale et solidaire qui ont été menées ces dernières années sentaient la gauche, si je peux employer cette expression, c'est-à-dire qu'on voulait, par l'État, et notamment par l'activité de Benoît Hamon, on voulait insuffler une économie, on voulait donner vie à une économie sociale et solidaire par une approche de haut en bas. Hein. Top-down, comme on dit en anglais. Bon, c'est pas du tout ça. La tontine, c'est l'inverse. C'est une approche down-top. C'est-à-dire ça part de la base et ça peut atteindre le sommet. Je prends l'exemple du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel, des caisses Raiffeisen en Allemagne, en Autriche, en Hollande, où les gens, c'est de base, c'est les gens de la base qui ont commencé ça. Et donc, à la limite, je dirais que l'accumulation de capital entre les mains des personnes physiques
c'est plutôt de droite que de gauche, quoi. Voilà. Mais ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Nos élites socialistes n'ont pas compris ça. Bon, alors maintenant on va passer sur un aspect plus technique de notre conversation. C'est, est-ce que tu peux expliquer, parce que moi j'ai eu du mal aussi à comprendre, ce qu'est la tontine? La tontine, c'est un système d'épargne communautaire rotative. Alors il y a deux tontines. Il y a la tontine de rotation, la tontine de consommation, disons, et la tontine d'investissement. Et puis il y a d'autres formules qu'on pourra voir ensuite si on a le temps. La tontine rotative, c'est ce que les Anglais appellent ROSCA. J'explique. Rotating Association of Saving and Credit. Association rotative d'épargne et de crédit. Bon, en français, il y a beaucoup qui ont pris le nom de Camudec, Mucodec, etc. Ça veut dire, la fin veut dire DEC d'épargne et de crédit. C'est donc à peu près la même chose. Ce sont X personnes qui se réunissent régulièrement, tous les mois par exemple, et qui cotisent volontairement à un pot commun, qu'on va appeler le panier ou la cagnotte, on peut l'appeler comme on veut. D'abord, le mot tontine vient d'un monsieur qui s'appelait Tonti, qui est un Italien qui a inventé ce système-là. Ce n'est pas un système de crédit en soi, c'est un système d'épargne rotative. Chacun va cotiser une somme prévue à l'avance par un écrit, un statut. On va cotiser chaque mois la même somme, et à la fin du mois, l'une des personnes va prendre le panier. Autrement dit, il vient d'acquérir en quelque sorte un crédit, mais c'est un crédit sans création de monnaie, puisque la monnaie existe, elle est là. Et les autres vont attendre leur tour, et ainsi de suite, chaque mois, on va procéder à l'allocation de ce panier à l'un des participants. Alors, il faut comprendre que le premier qui va toucher le panier, il a un avantage sur les autres parce qu'il le touche aujourd'hui. Si on met ça en équation mathématique financière, ça s'appelle la valeur actuelle. Il a cotisé 100 au mois de février, et à la fin du mois de février, il va toucher 1000 par exemple. Si on est 10 à cotiser 10 fois 100, ça va faire 1000, donc à la fin, il va toucher 1000. Alors bon, il y a des formules qui permettent c'est pas de pénaliser, mais de trouver un moyen que les autres qui vont attendre peut-être 5, 6 mois, 10 mois peut-être pour toucher le panier, ne soient pas désavantagés. Donc, le premier, on peut lui dire, s'il veut le panier, on va le mettre aux enchères, il va prendre le panier de 1000 et il va prendre que 900. Il y a 100 qui vont rester dans la tontine. Ça, c'est clair? C'est clair, oui. Bon. Oui. Alors ça, c'est l'épargne rotative. C'est une épargne de consommation, c'est-à-dire qu'en fait, oui, quelqu'un a besoin d'acheter une télévision, voilà. On se met tous ensemble, voilà. avec l'affaire. Alors on choisit les participants, parce que je suppose que dans une tontine, il y a un nombre maxi de participants. Oui, on dit qu'au-delà de 20, c'est ingérable. Il y avait des artisans et des petites entreprises qui ont besoin de financement. Alors l'État avait pensé à un moment donné de la création d'une banque nationale d'investissement. C'est contraire absolument à l'ultralibéralisme qui ne veut pas de contrôle d'État. C'est par contre prévu par Marine Le Pen dans son projet d'État stratège. Mais on peut imaginer, pardon Pierre, on peut imaginer des tontines d'investissement qui se fédèrent et qui arrivent avec l'appui du gouvernement ou même le chapeau du gouvernement à drainer suffisamment d'épargne pour faciliter l'investissement. C'est pas impossible. Parce qu'une tontine d'investissement, c'est un peu comme une caisse d'épargne. Il y en a d'autres qui appellent ça communauté financière aussi, hein, notamment à Barcelone. Ça marche très fort à Barcelone. Donc ce sont des gens toujours pareils qui se réunissent, mais là les fonds ne tournent pas. On inscrit simplement que Pierre a déposé 1000 €, que Claude a déposé 1000 €, etc., etc. Alors ou bien la somme est fixe, et à ce moment-là on appellera ça tontine d'investissement, ou bien la somme est variable, un peu comme à la caisse d'épargne, chacun apporte ce qu'il peut chaque mois ou tous les 15 jours, ou comme il veut. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir cet argent dans un but bien défini. Par exemple, on va aider l'installation
d'un boulanger, par exemple. Ça va lui permettre de lui faire un prêt, ça va lui permettre d'acheter son matériel, son fonds de commerce éventuellement. Là, on est déjà la taille au-dessus par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Tontine d'investissement. Et puis alors, je vais en profiter pour parler des fonds de garantie. C'est toujours le même processus. On réunit les épargnants, mais là, au lieu de prêter directement, comme dans la tontine d'investissement, on va apporter la garantie du groupe à une banque. La banque va faire un prêt d'investissement, par exemple, de 50 000 euros, 60 000 euros, et les gens qui se sont regroupés vont apporter leur garantie. C'est le groupe qui va apporter sa garantie. Avec des modalités, parce qu'on ne peut pas non plus financer tout. Donc moi, je préconise toujours que le fonds de garantie garantit 50% du prêt obtenu par la personne. Pourquoi 50% ? Parce que c'est raisonnable. Et qu'il ne faut pas oublier que la banque, de toute façon, demandera des garanties réelles, hypothèques, nantissements, gages, etc. etc. Et c'est une bonne formule. Parce qu'un fonds de garantie, l'argent reste la propriété des épargnants, rémunérés dans une banque, selon des modalités à définir. Et ça permet à la banque de prêter de l'argent en étant confortable, je dirais. Hein, voilà. Alors, la question que je pose, c'est qu'un investisseur, tout comme une banque d'ailleurs, hein, sa première préoccupation, c'est la sécurité de son investissement. Oui, tout à fait. Alors, la question que je pose, c'est la micro-tontine, ou la tontine, je veux dire, ou le microfinancement, dispose-t-il d'un cadre juridique de protection contre lesquels, en cas de défaut d'un des membres, il puisse y avoir des recours? Alors, il y a dans le droit français la tontine. Mais attention, c'est pas du tout ce dont on parle là en ce moment. La tontine en droit français, c'est un pacte sur l'avenir, c'est-à-dire un pacte de personnes qui faisait que le dernier survivant ramassait la cagnotte. C'est pas du tout ça. Si vous allez voir sur Internet, sur Google, par exemple, vous voyez tontine, vous verrez quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire là. C'est une sorte d'épargne collective dont le dernier bénéficiaire sera le dernier survivant de toutes les personnes physiques qui ont contribué au départ. Ça a été interdit d'ailleurs par la loi parce que c'était les gens se tuaient entre eux. Ah, oui, oui, bon, oui. Le cadre juridique, c'est le cadre des associations, tout simplement. Une tontine se compose de personnes physiques qui se réunissent et qui établissent leur statut. D'accord. Hein, donc ce sont des statuts qui seront déposés à la préfecture, absolument. Donc lorsqu'il y a création d'une tontine, il y a forcément création d'un registre. Forcément. Et donc chaque versement est enregistré sur ce registre avec quelqu'un qui est chargé de tenir ce registre. Forcément. Et donc celui-là, si lui est failli à sa tâche aussi. Ah ! Alors le problème des tontines, c'est à la fois une faiblesse, mais aussi une très grande force. Ce sont des personnes physiques. Et il y a eu des tontines où les règlements de compte se faisaient à coups de machette. Je m'explique bien? Oui, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut une autorité quand même. Il faut une autorité. J'ai travaillé au Malawi où les tontines étaient gérées dans un village par le chef de village. D'accord? Oui, oui. J'ai connu des tontines au Togo où au Togo, il y a les chefs de village et il y a les chefs de terre. Alors c'est deux personnes différentes. Le chef de terre, c'est celui qui va allouer la terre. Parce que la terre appartient à Dieu. Donc, il ne va pas allouer la terre en tant que propriété, il va donner le droit d'usage de la terre. Et donc, ce monsieur s'appelle le chef des terres. Et j'ai fait la même chose au sultanat d'Oman avec l'eau. L'eau qu'on partage par heure, il y a des heures, tout à fait génial. Et l'oasis est arrosée, chacun a 1 heure, 2 heures en fonction de la superficie de sa terre. Donc tout ça là-dessus, on peut monter des systèmes financiers qui sont quasiment, comment je dirais moi, les gens comprennent facilement, puisque c'est leur terre, c'est leur eau, c'est leur production, etc. Donc la sécurité vient de là, elle vient des autres. Il
il y a un monsieur qui s'appelle Mohamed Younous, qui est très connu parce qu'il a été un peu le grand promoteur du microcrédit. Il ne s'est pas beaucoup occupé d'épargne. Il a surtout reçu des aides considérables de la part des institutions internationales. Mais au tout début, c'était un jeune homme assez riche qui avait fait des études d'économie aux États-Unis, etc., je crois, je me souviens bien. Et il était du Bangladesh. Donc il intervenait dans les banlieues les plus pauvres de Dhaka. Alors vraiment, c'était le bas de l'échelle. Hein. Et il leur a prêté par groupe de 5. C'est une autre forme de microfinance. Il a dit à 5 hommes qui n'avaient pas d'argent, mais qui pouvaient travailler à réparer les chaussures, à travailler la terre, est-ce que je sais, pour gagner un peu quelque chose. Il leur a dit, vous vous groupez par 5 et vous êtes responsables, tous les 5, de l'argent que je vais prêter. Et il a prêté de sa propre poche. Mmh. Il a prêté en disant, vous avez 15 jours pour me rembourser. Quand les 15 jours, si au bout de 15 jours, c'est pas remboursé, les autres qui attendent pour avoir leur tour de crédit, je dirais, ils sont très mécontents parce qu'eux, on leur coupe les vivres. Autrement dit, la sanction, c'est pas... si je ne peux pas récupérer mon argent, la sanction, c'est vous n'en aurez jamais plus. Mmh. Donc c'est marche ou crève. Voilà. Mmh. En plus, on est dans une terre d'islam, et l'islam ne rigole pas avec l'argent. Hein. Mmh. On rigole pas avec l'argent. Non, non. On ne veut pas rigoler non plus avec l'islam en France, mais ça, c'est un autre problème. Je vois que tu fais beaucoup référence quand même à l'Afrique. Oui, c'est là où j'ai travaillé principalement. Voilà, oui, moi aussi, au début de ma carrière, j'ai beaucoup fréquenté l'Afrique, hein, enfin au niveau des côtes, hein, évidemment, par rapport à mon métier. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que c'est mon pays qui va mal, c'est mon pays qui est en grande difficulté. Oui, bien sûr. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire en France, dans une économie solidaire. Je signale que lorsque j'ai fait la campagne pour les régionales, je me suis fait bousculer sur le marché de Paimpol parce que mes idées du Front National ne plaisaient pas. Donc on a un mal vivre ensemble en Bretagne qui me paraît incompatible avec l'expansion d'une économie solidaire. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai essayé hein, dans mon fief, là, à Trégastel, j'ai essayé de faire de la promotion de la microfinance. Bon, je suis désolé de le dire, mais c'est très difficile parce qu'il n'y a plus de communauté. Non. Il n'y a plus l'esprit de communauté. Il n'y a plus de sentiment patriotique, il n'y a plus de sentiment identitaire. Il renaît tout doucement. Alors, on peut peut-être quand même trouver des poches des poches de communauté, si je peux appeler ça comme ça. Bon, de toute façon, si vraiment l'économie s'écrase comme on le pense, les gens ils vont retrouver le sens communautaire. À commencer par la voisine qui va venir taper à ta porte pour te demander 100 € pour terminer le mois. C'est comme ça que ça commence. Moi maintenant, si on me demande ça, je dirais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une tontine ? Voilà. Hein ? Parce que moi j'ai constaté que... Moi je suis retraité, bon oui, mais j'ai travaillé aussi comme toi. Donc j'ai constaté que les gens se tournent volontiers vers moi parce que bon, j'ai une apparence de richesse. Non, je ne suis pas très riche, hein, je vis avec ma retraite, c'est tout. Hein. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens ne pensent pas qu'ils ont en eux-mêmes la solution. Il faut leur expliquer. C'est dramatique de dire ça, parce que ça veut dire qu'ils ont perdu le sens communautaire et qu'ils sont devenus très individualistes. Ben oui. Alors le socialisme, qui devrait être le promoteur de la solidarité entre les gens, ben non, il ne l'est plus. Je reviens à la question que je me pose. Dans l'exemple que tu as donné en Afrique, donc il y avait le chef de terre, le chef du village, c'était lui qui est le garant de la sécurité de la tontine. Et en France, on a des élus. Est-ce que les élus ne pourraient pas non plus devenir des garants c'est là le problème de la tontine ? Merci de poser la question, parce que pour qu'il y ait tontine et qu'il n'y ait pas évasion, que quelqu'un ne prenne pas la caisse et s'en aille, hein, parce que ça arrive aussi. Hein. Ça arrive aussi, oui. Bon, il faut donc quelqu'un qui soit responsable devant le peuple. Hein. Oui. Et il faudrait que ce soit d'une personne qui soit parfaitement intègre. Et je ne vois que les élus. Mais attention, l'élu ne peut pas être le chef de la tontine, je crois. Non, il est le garant. Il peut être le garant, ouais. Il peut être le garant. Le garant de la tontine est le responsable juridique.
Parce qu'une tontine, c'est des personnes physiques qui se réunissent et qui nomment un tontinier. Parce qu'ils ont envie de faire quelque chose parce ensemble. qu'ils ont envie de faire quelque chose ensemble et parce qu'ils en ont besoin. On est bien d'accord. Ils en ont besoin. Si ça vient d'un élu, c'est pas foncé que les gens, il va rassembler des gens qui voudront vivre ensemble. Je vais te faire un aveu. Oui. Lorsque j'étais en Afrique, quand je voyais des caisses mutuelles comme ça où des tontines se créaient, quand il y avait un fonctionnaire, c'était sûr, ça allait au casse-pipe. On allait se casser la gueule. Et pourquoi? Parce que c'est un fonctionnaire. Parce qu'il est habitué à pomper l'argent des gens et à se servir avant même de servir les autres. Mais en Afrique, pas en France. Oh là! Le fonctionnaire, il va pas se servir quand même, Non, Cahuzac. Non, c'est un élu, c'est pas un fonctionnaire. C'est d'accord, c'est pas un fonctionnaire. Parce qu'il y a une politique là en ce moment anti-fonctionnaire qui sévit un peu partout. Donc le fonctionnaire ne travaille pas, il coûte cher à l'État. Mais malheureusement, l'État a besoin de policiers et il a besoin de fonctionnaires qui travaillent. Heureusement qu'aux services fiscaux, il y a des fonctionnaires qui travaillent. Je veux dire heureusement que la tontine ou la petite caisse de solidarité, comme ça, oui. là, ou la communauté financière, peu importe comment on l'appelle, elle fonctionne avec des gens qui sont semblables. C'est-à-dire, c'est soit par exemple des gens qui font la même production, hein, c'est des gens qui sont voisins et des gens qui se connaissent, la famille, etc. Si on introduit quelqu'un qui est extérieur à ce petit monde, on risque des problèmes, franchement. Donc c'est un retour, en fait, un repli sur soi indispensable. C'est-à-dire que si la France aujourd'hui est intégrée dans l'Europe et que demain elle n'y est plus, il faudra peut-être qu'on y pense à ces systèmes-là. Alors, elle est intégrée ou elle est dissoute, la France, dans l'Europe? C'est une question de... Hein? Elle a été intégrée au départ et elle a l'impression qu'aujourd'hui elle est dissoute. Elle est dissoute dans l'Europe, puisque nos élus n'ont plus aucun pouvoir. Le gouvernement n'a plus aucun pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un déni de démocratie, puisque le Parlement européen, j'en profite pour le glisser, c'est que le Parlement européen vote, mais que le Conseil de l'Union européenne n'est absolument pas obligé de tenir compte du vote. Donc, une initiative de la Commission européenne se termine immanquablement à 100% en directive. Oui, le Conseil de l'Europe ne joue plus son rôle. Et pourtant, c'est les États membres. Hein. Alors, il ne joue plus son rôle tout simplement parce que les pays sont endettés, que les ministres représentent des pays endettés qui sont obligés d'obéir au crédit. Voilà un autre exemple. Aujourd'hui, nous avons l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui veut quitter, le Brexit. Le Brexit, sachant que la plus ancienne institution de microfinance, ça s'appelle The Scottish Widow, la veuve écossaise. C'était à l'origine une caisse de solidarité pour venir en aide aux veuves écossaises. Voilà. Donc, c'est dans les gènes, je veux dire, mes histoires. C'est pas mes histoires d'ailleurs. La microfinance, c'est le système financier le plus ancien entre les gens. Ils ne demandaient pas l'aide de l'État, de l'Europe ou de je ne sais quoi. Hein. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas d'autre idée que d'accumuler du capital pour faire une entreprise, pour cultiver la terre, pour faire de l'artisanat. Enfin bref, il n'y avait pas d'autre idée. C'était tous des gens qui étaient comme toi et moi, des gens de la base, et c'est comme ça qu'ils se finançaient. Voilà. Nous avons évoqué la sécurité des tontines, puisque effectivement un investisseur, il tient à son argent et il tient à la sécurité de son investissement. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose de plus dessus? Les tontines sont des sociétés privées, hein, on est d'accord, ce sont des associations privées. Donc il est hors de question de prendre trop de risques, puisqu'on joue avec l'argent des gens, quoi, hein, c'est clair. Hein. La première des sécurités, c'est la pression du groupe. Si on est dans un groupe familial, on peut imaginer que s'il y en a un qui devient défaillant, on va se retourner contre lui et on va faire une pression terrible pour qu'il paye. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut avoir d'autres sécurités. C'est pour ça que j'ai parlé des fonds de garantie. Le fonds de garantie, c'est quelque chose que l'on peut créer facilement. C'est en quelque sorte une caution communautaire. Donc on peut avoir un fonds de garantie de tontine. Ça peut se mettre en place, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas difficile. Simplement, il faut bien comprendre que tout ça repose sur le sens communautaire. Si le sens communautaire est dévoyé, je prends un exemple.
il m'est arrivé dans ma paroisse d'assister à une réunion de paroisse où on discute de l'encyclique du pape, de ceci, cela. Bon. J'ai été, moi, suffisamment culotté, je dirais, pour poser la question de la réalité de la communauté chrétienne, sous-entendu. Et à ma très grande surprise, il y a quelqu'un qui a pris la parole et qui m'a répondu « Ah mais moi je suis pour les mosquées. Moi ça ne me gêne pas qu'il y ait des mosquées, etc. » Autrement dit, que ce soit la religion chrétienne ou l'islam, pour elle c'était pareil. Moi j'étais complètement assis, hein. Je n'ai pas pu répondre, mais enfin c'était pas le sujet. Moi je parlais de la communauté, la nôtre, je ne parlais pas d'une autre. Alors, quand même, il faut réfléchir, c'est que la communauté islam des musulmans, elle est plus solidaire, tout au moins en apparence, que la nôtre. C'est ça qui est très dangereux, c'est qu'elle est plus forte communautairement que la nôtre. À Nantes, hier ou avant-hier, je crois, il y a eu une caisse, une compagnie d'assurance islamique qui a été saccagée. Ils ont cassé les vitrines, etc., etc. Pardon, mais c'est une bêtise. C'est une bêtise. Voilà, la finance islamique, comme on l'appelle, elle a tout à fait sa place. Je suis désolé de le dire, mais elle est utile, elle est efficace. La finance islamique, c'est ni plus ni moins que des caisses d'épargne et qui financent. Alors, le problème, c'est qu'ils financent les musulmans, ils ne financent pas les autres. Voilà. Alors, si nous, on n'est pas capable de faire pour notre communauté les mêmes système de finances solidaires, eh ben, on sera bouffé et puis c'est tout. Voilà. Le dollar va s'effondrer parce que la Fed en a trop produit et ça date de la guerre du Vietnam. Hein. Ils ont fait marcher la planche à billets pour financer la guerre du Vietnam. À partir de 71, ils sont aperçus qu'il y avait trop de dollars par rapport aux États noirs et donc ils ont désindexé le dollar de l'État noir. Nous, on est confrontés là où on risque de retourner à la microfinance et à la microéconomie et à la tontine, mais sur quelle monnaie de référence si tout s'écroule? Ah oui, très juste, très juste. Alors, premièrement, il n'est pas interdit à un groupe financier, à une tontine ou à une communauté financière de créer sa propre monnaie, c'est pas du tout interdit. Alors, quel est le processus? Alors, le processus, c'est de créer, à mon avis, un fonds commun d'investissement, ça c'est légal. Oui, mais ce fonds commun d'investissement, il est toujours basé sur une monnaie qui n'existe pas. Non, on peut acheter de l'or. Alors, il faut acheter de l'or ou de l'argent, non? Acheter de l'or ou de l'argent, ou des cacahuètes, si on veut. Je dis n'importe quoi, mais disons des monnaies, des métaux rares. Des métaux qui s'échangent. Voilà, des métaux qui peuvent s'échanger sur le marché, soit sous forme de pièces, soit sous forme de lingots, voilà, etc. Ouais. Si on est 20 et qu'on peut s'acheter un lingot, on a un lingot en propriété dans un fonds commun d'investissement. Oui. D'accord? Oui. À partir de ce moment-là, le fonds commun d'investissement peut fonctionner comme une tontine ou comme un fonds de garantie et apporter sa garantie et émettre sa monnaie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est des billets de Monopoly qu'on va émettre, hein, on est d'accord. Hein. Alors à ce moment-là, je sais qu'il existe une monnaie à Morlaix, là, comment elle s'appelle, le buzuc, je crois, quelque chose comme ça. En breton, ça veut dire le verre de vase. Ah oui, le verre de vase, c'est ça. Le verre de vase, oui, oui. Donc à ce moment-là, j'ai pris contact avec eux, j'espère qu'ils vont... C'est très bien ce qu'ils font. Au Pays de Galles, ça existe depuis très longtemps. Oui. Et alors, il y avait une tentative d'un militant breton nationaliste que j'ai connu il y a longtemps. Comment il s'appelait? Puyandre. Pas Cuyandre, mais Puyandre. Et il avait créé lui-même les billets, tout. Il avait créé la banque, tout. Ah oui. Tout en breton, bien sûr. Voilà, oui. Mais c'est faisable. C'est faisable. Et on peut imaginer un buzuc ou un bret ou un ou un bigorneau. Il y a le bigorneau aussi, je crois qu'il existe. Oui, mais bien sûr, on peut créer ça. Donc c'est une économie locale, on est d'accord. Voilà. C'est accepté dans une commune, par exemple. Une commune. À Paimpol, par exemple, on peut très bien créer, moi je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc, c'est accepté ou c'est pas accepté par les commerçants, mais enfin bon, s'ils savent qu'ils peuvent se l'échanger à côté... Non, mais je parle, moi, c'est une monnaie de substitution pour moi. Oui, oui. Là, ça s'appelle une monnaie locale complémentaire.
mais dans mon esprit, par rapport à ce qui risque de se passer, j'espère me tromper, hein, mais une dévaluation ou un effondrement de l'euro qui est adossé au dollar, qui est virtuel. On va revenir à la alors il faut une monnaie de substitution. Oui, alors là c'est peut-être un petit peu le grade au-dessus. C'est le grade au-dessus. Mais une monnaie métallique, comme les Gaulois avaient la livre de fer comme monnaie d'échange, enfin une livre de fer ça pèse une livre, donc ils ont créé des pièces et donc les pièces elles bougeaient quoi. Voilà. Mais il n'y a pas d'obstacle. Voilà. La monnaie actuellement est une monnaie pratiquement virtuelle. Il y a une monnaie virtuelle, c'est le Bitcoin, hein, oui. sur Internet ou sur le Black Internet, comme on l'appelle, le Blacknet, oui. qui est un truc chaotique. C'est la chaîne de Ponzi, ça. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est la chaîne de Ponzi, c'est basé sur n'importe quoi. Le Bitcoin, j'ai fait un article dans un de mes sites qui s'appelle clubmicrofinance.eu. Et donc la chaîne de Ponzi, c'est une horreur, quoi, parce que là les gens se font arnaquer. C'est Madoff. Voilà, c'est Madoff, c'est ça, c'est Madoff. Mm-hmm. Donc pour en revenir à la monnaie basée sur les talons or ou les talons argent, oui, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que les gouvernements qui sont complètement ruinés, comme le gouvernement français, va vouloir recréer un étalon métallique? Je ne sais pas. Pardon. Bon. Alors on va terminer cet entretien parce que tu sais très bien que le niveau d'attention diminue au fonction du temps qui passe. Oui, mais ça fait déjà longtemps qu'on Ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle. Je vais terminer là-dessus. Je pense que cet entretien, il va falloir qu'on le continue. On peut le continuer de deux manières, soit en reproduisant des séquences vidéo, soit en faisant des réunions. Oui, ça me des réunions publiques. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire. Donc faire venir tous les adhérents du Front National de Paimpol pour qu'on discute de ce sujet, parce que c'est un sujet préoccupant. Hein. L'islamisation de nos pays, c'est un sujet hyper important, mais l'économie, c'est encore un niveau au-dessus. Absolument. Parce que c'est notre survie qui en dépend. Voilà, donc on est d'accord pour... je suis d'accord pour participer à une réunion. Voilà. J'habite pas si loin que ça, donc je peux venir. T'as pas loin de ça, donc voilà. Écoute Claude, je te remercie pour cet Pierre, entretien. merci. J'espère que ça va être visionné un peu par beaucoup de monde. Voilà. On peut l'espérer. Merci Pierre. Et à bientôt. À bientôt. Bon.